Salut les amis, je reviens de 10 jours Vipassana et dans cette vidéo je vais tout vous dire. Alors, pour ceux qui ne savent pas du tout ce que c'est Vipassana, il faut savoir que c'est une technique de méditation qui nous vient de Bouddha et qui peut être pratiquée par tout le monde, peu importe votre religion, peu importe votre pratique. C'est vraiment une technique de méditation qui va vous permettre de vous connecter aux souffrances les plus enfouies en vous dans le but de vous en libérer. Alors, quelle est la base de cette technique? Déjà, il faut partir du principe que tout désir, toute aversion, toute hyper-réactivité aux événements extérieurs vont créer des nœuds, vont créer des souffrances qui vont s'enliser dans notre corps et qui peuvent être la cause de douleurs ou de maladies psychosomatiques. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que dans Vipassana, vous avez des vidéos de plus d'1 heure tous les soirs pour vous expliquer en détail cette théorie. Je pense qu'à l'avenir, je vous écrirai un article pour vous expliquer tout ça plus en profondeur, mais disons que c'est vraiment le postulat de base. Et il est vrai que chaque cause va entraîner un effet, que chaque événement va entraîner une hyperréactivité de l'inconscient. Par exemple, si vous avez une mouche qui vous tourne autour, vous allez d'office bouger pour la dégager. Si dans la nuit, vous avez quelque chose qui vous gratte, vous allez inconsciemment vous gratter. Vous allez aussi avoir ce genre d'hyperréactivité au niveau émotionnel par rapport à tous les événements de la vie. Que ce soit de la colère, que ce soit de la tristesse, que ce soit de l'aversion. Pour vous donner un exemple concret, tout ce qui va être rejet par rapport à une situation va générer de la frustration, va générer de l'agacement, peut générer de la colère. Si vous avez un désir excessif, ça peut entraîner une frustration par rapport à un manque, ça peut vous donner un sentiment de privation. Et puis, que ce soit à travers Vipassana, mais aussi d'autres philosophies de vie, on réapprend à être responsable de nos émotions et de ne plus les subir. Parce qu'en fait, très souvent, on va remettre notre tristesse, notre agacement, notre maladie, notre fatigue, peu importe quoi, au monde extérieur, alors que nous avons le choix de nourrir ou pas ces émotions qui parfois nous pourrissent la vie. Donc, plus concrètement, comment ça se passe? En fait, quand vous faites Vipassana, vous passez déjà les 3 premiers jours à apprendre à canaliser votre mental. Parce qu'en fait, même quand on médite, on se rend compte que quand on est toute la journée assis pendant 11 heures sur un pouf, donc pour ceux qui n'ont jamais médité, sachez que vous avez que 3 heures obligatoires de pratique quand vous faites Vipassana. Maintenant, en général, c'est vrai que quand on y va, c'est vraiment pour vivre l'expérience à fond, ce qui était mon cas. Donc en général, c'est à peu près 11 heures de méditation par jour, même s'il y a des petites pauses entre chaque heure de méditation. Et on va déjà vous apprendre donc à canaliser ce mental qui au départ part dans tous les sens. Donc pour moi c'est très drôle parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disaient ouais tu verras, tu vas avoir des souvenirs de ton passé, des trucs qui vont revenir. Mais alors moi les premiers jours pas du tout, je créais des choses de toutes pièces. J'inventais des animaux, j'inventais des scènes de films, enfin ça partait dans tous les sens, c'était n'importe quoi. C'est là que j'ai réalisé que j'avais vraiment un esprit créatif, il y avait de quoi faire. Mais voilà, on se rend compte que c'est quasiment impossible de le maîtriser. Donc ces 3 premiers jours nous apprennent grâce à l'observation de la respiration et surtout en canalisant notre esprit sur des zones très précises du visage, on va apprendre à aiguiser notre esprit pour le rendre de plus en plus précis. Pourquoi? Parce qu'en fait, à partir du 4e jour, on va vraiment rentrer dans la technique Vipassana qui a pour but de scanner notre corps. Et en fait, si cet esprit n'est pas aiguisé, on ne va rien ressentir. Le but, c'est d'aller zone par zone dans le corps avec beaucoup de patience, beaucoup de persévérance, beaucoup d'amour aussi, j'ai envie de dire, je vais y revenir. D'aller scanner ces zones pour aller voir qu'est-ce qui ressort comme sensation. Est-ce que c'est un chatouillement? Est-ce que ça gratte? Est-ce que c'est plutôt une douleur? Est-ce que c'est plaisant? Et de ne pas réagir et de ne pas répondre à ces réactions, de ne pas porter de jugement sur ces réactions. Pourquoi? Parce qu'en fait, toutes ces douleurs que l'on porte, toutes ces souffrances que l'on porte de cette vie et d'autres vies, si on croit aux vies antérieures, sont enlisées en nous. Et la seule façon de les libérer, c'est de ne plus y réagir. C'est de les laisser remonter et de ne plus y réagir. Parce qu'en fait, cette hyperréactivité, qu'elle soit émotionnelle ou gestuelle ou peu importe à quoi on réagit et comment on y réagit, se fait vraiment de manière inconsciente et ne fait que rajouter des nœuds et des nœuds au plus profond de nous-mêmes. Donc quand en méditant, vous allez chercher à vous reconnecter à ces sensations, à aller retrouver des sensations dans votre corps. Alors des fois c'est vraiment très puissant. Moi j'ai vraiment eu à un moment donné la sensation d'avoir une énergie qui partait du bas et qui montait jusqu'en haut. C'était presque orgasmique comme sensation. Des fois j'ai eu des douleurs pendant très longtemps. J'avais la sensation d'avoir comme une feuille, comme si ma cage thoracique était une feuille qu'on broyait. Donc j'avais toujours envie de respirer d'un coup, mais le but était de ne pas réagir, donc je gardais une respiration calme. Et en fait, à force d'apprendre à travailler cette équanimité qu'on nous enseigne, cette neutralité par rapport à ces sensations, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, et bien en fait, on se détache de la douleur, on se détache du sentiment agréable et on retrouve en fait un équilibre intérieur. Et de ne pas réagir à ces sensations permet vraiment un peu de déprogrammer l'inconscient en quelque sorte et d'aller libérer ces douleurs.
Et c'est complètement dingue parce qu'en fait, quand on le vit, quand on l'expérimente, on se rend compte du pouvoir qu'on a en fait. On se rend compte que quand quelque chose nous passe par la tête, hop, il y a quelque chose qui vient. Quand il y a de la colère, quand il y a une frustration, quand il y a un jugement, quand il y a peu importe ce qui se passe, hop, on sent tout de suite immédiatement dans notre corps quelque chose qui se passe. Alors que quand on se recentre, qu'on apprend vraiment à observer la douleur, à ne pas la vivre, à juste l'observer, et bien elle disparaît. Et donc le but de Vipassana est d'aller couche par couche, aller nous libérer de ces sensations-là. Mon copain, par exemple, quand il a fait son Vipassana, il a réussi à se libérer d'une sciatique qu'il avait depuis des années, qu'il ne quittait pas, qui le faisait beaucoup souffrir et qui le fatiguait nerveusement parce qu'il avait tout le temps cette douleur. Et à un moment donné, dans son lit, il était allongé, hop, la douleur a commencé à lâcher. Moi, j'ai vraiment eu des sensations d'oppressement, des boules au niveau du plexus. J'avais la sensation que j'avais comme un bout de bois qui me traversait la poitrine et qui ressortait dans l'omoplate. D'ailleurs, c'est très drôle parce qu'en fait, dans la vie réelle, j'ai envie de dire, je suis toujours blessée côté gauche. Alors que dans Vipassana, les douleurs, je les ressentais toujours côté droit. Et là, pareil, j'ai vraiment senti des choses lâcher. Et en fait, ce qui se passe, c'est que des fois, ça lâche, on ne sait pas forcément pourquoi. Et des fois, en fait, pendant notre méditation, il y a quand même des choses qui nous viennent un peu de manière spontanée, des images, des situations, des émotions, on revit des scènes. Et moi, j'ai vraiment eu un espèce de puzzle qui s'est construit durant les 10 jours. Et le 10e jour, à la dernière heure de méditation, j'ai tout qui s'est emboîté. J'ai vraiment eu une compréhension complète de qu'est-ce qui s'était passé en fait. Et j'ai un truc qui a lâché, mais ça a été tellement libérateur parce que je suis sortie de là hyper émue. Et en fait, il y a en fait un manager qui, donc là c'était une femme, pour les femmes, donc hommes et femmes sont séparés, qui est venu me voir et dit ça y est, la loi du silence est finie, comment ça s'est passé? Et je lui dis waouh, bah, je viens de lâcher un truc et j'ai explosé en sanglots parce que je lui disais, je lui dis on dirait pas, mais ça va, c'est vraiment, j'étais tellement libérée de ce poids-là et j'avais tellement mis du sens sur ces sensations que je pouvais avoir qui viennent des fois dans la vraie vie, mais qui sont vraiment qui sont minimes en fait, on les ressent à peine parce qu'on n'y fait pas attention. Et là, en s'y connectant dans Vipassana, ça permet vraiment d'aller toucher ces choses-là et surtout d'avoir le pouvoir de s'en libérer. Et en fait, pour moi, Vipassana, c'est vraiment la détox de l'inconscient. Et j'ai trouvé cette technique absolument géniale parce qu'elle vous redonne la liberté, l'autonomie, le savoir-faire, la technique pour vous prendre en charge, la technique pour vous libérer de ce que vous avez pu vivre, vous libérer aussi de vos comportements, de votre auto-sabotage aussi. Parce que ça m'a aussi apporté beaucoup d'humilité en fait. Vipassana, je pense que déjà quand on est praticien de santé, on est toujours, on prend toujours des claques d'humilité parce qu'on apprend beaucoup des personnes qui nous consultent. On se rend compte que plus on avance, moins on en sait. Et je dis toujours que je suis que un canal à information, je ne sais rien, je suis que le transfert de ce que j'ai appris et de ce que, enfin voilà, on m'a enseigné des choses, j'ai lu des choses que je vous transfère. Et déjà ça apporte beaucoup d'humilité. Mais c'est vrai que là, j'ai réalisé en fait que j'étais constamment dans le jugement inconscient. C'est-à-dire que inconsciemment, mon esprit allait porter un jugement sur des choses, même sur une fraction de seconde. Mais je voyais une personne mal répondre, je me disais, ah là là, elle est pas cool avec sa mère, ah là là, elle doit être comme ci, cette personne, elle doit être comme ça. Et en fait, quand au bout de 10 jours, vous parlez à ces personnes-là, vous vous rendez compte que vous êtes complètement trompé et vous vous en voulez presque d'avoir eu cette pensée qui vous ont traversé. Et de pouvoir en fait vivre ça, parce que quand très souvent on sait intellectuellement, moi j'ai rencontré déjà des personnes, des thérapeutes, des énergéticiens qui m'ont dit ah toi tu peux être comme ça, tu peux être comme ça, attention à ci, à ça. Ouais, mais on s'en rend pas compte en fait puisque c'est inconscient. Mais là quand on le vit, quand on sent qu'il y a une idée qui nous passe et que ah il y a un blocage qui se fait dans l'épaule, ah il y a une cheville qui fait mal, et qu'en lâchant et qu'en essayant de retrouver cette neutralité et d'avoir une pensée neutre et saine entre guillemets, ça lâche, ben, on prend vraiment une claque dans la tronche. J'ai envie de dire une claque de bulle, les anciens élèves, vous m'aurez compris. Et voilà, c'est vraiment pour moi un truc à vivre. Et c'est vrai que j'essaie toujours de vous dire qu'il est important de reprendre votre santé en main, qu'il faut arrêter de tout remettre dans les mains d'un médecin. Bien sûr que les médecins sont utiles, bien sûr que tous les praticiens de santé sont utiles, quels qu'ils soient. Ils vous ouvrent des portes, ils vous permettent de vous orienter pour que ce soit dans du développement personnel, que ce soit dans du travail sur soi, dans la libération émotionnelle, dans le retour à la santé ou la prévention santé. Mais moi, je suis vraiment pour vous redonner l'autonomie. C'est-à-dire que des personnes qui préfèrent être assistées, qui préfèrent être accompagnées de A à Z,
je ne serai pas la thérapeute idéale parce que j'ai pas envie de ça. J'ai vraiment envie plutôt de vous éduquer, de vous enseigner des méthodes pour vous permettre d'être autonome et libre et d'agir en prévention, ou en tout cas, quand le mal est fait, d'avoir des techniques naturelles pour y recourir. Et du coup, dans cette démarche-là, pour moi, Vipassana s'intègre complètement, parce que vous allez vraiment avoir un outil que vous pourrez utiliser au quotidien pour vous connecter à ces choses-là. Et en 10 jours, le travail est loin d'être fait. En 10 jours, vous apprenez une technique 100% pratique. La théorie vient après. Là, par exemple, j'ai reçu un mail le lendemain du centre Vipassana qui nous envoie des documents, de la théorie sur toute cette philosophie qui nous est issue de l'enseignement de Bouddha. Donc, encore une fois, il n'y a rien de religieux. Vous pouvez être musulman, pratiquant, catholique, chrétien, protestant, ce que vous voulez. Vous pouvez vraiment pratiquer Vipassana. C'est vraiment un truc à part. Et de comprendre cette philosophie de vie va permettre aussi de mettre un petit peu de sens. Et c'est vrai que quand la technique nous parle, on a envie un petit peu d'approfondir. Donc là, je vous fais vraiment un feedback à chaud de cette technique où pendant 10 jours, j'ai touché des choses très profondes, où je sens que c'est que le début parce que je sens qu'il y a beaucoup de choses qui ont bougé en moi. Un exemple tout bête, je réalise que j'ai des palpitations depuis que je suis rentrée. Alors, ça peut faire peur quand je dis ça, mais c'est très léger. Mais je sens qu'en fait, j'avais un stress inconscient, j'avais une petite boule d'angoisse, le mot est fort, mais une petite pression que je me mets à moi-même inconsciente, que là, je ressens de manière beaucoup plus intense. Et Vipassana, je sens que ça va vraiment être un long chemin pour moi et que ça va être un très bon outil pour moi. Je ne sais pas si c'est l'outil qui sera bon pour tout le monde, parce qu'il faut quand même savoir que quand on travaille sur l'inconscient, chaque technique a son pourquoi, dans le sens où elle doit rester très pure. Que ce soit l'hypnose, que ce soit la kinésiologie, je pense aussi, que ce soit le reiki, c'est des techniques à part entière. Et pour en avoir un petit peu parlé avec des élèves qui avaient parlé avec l'enseignant sur place, notamment une élève disait qu'elle pratiquait le reiki et l'enseignante est venue la voir en lui disant attention, les deux sont pas compatibles. Apparemment, Goenka, qui était un enseignant très célèbre en Inde et en Birmanie, a très longuement discuté avec un grand maître reiki, je ne sais pas quand, et ils en avaient convenu tous les deux qu'en fait c'était des techniques qui n'étaient pas compatibles parce qu'on va aller toucher de manière différente l'inconscient et d'aller mélanger les techniques, ça va pas forcément être très bon. Donc tout ça, j'ai encore besoin de creuser, d'aller chercher les infos et je pense que dans les mois à venir, je vous ferai un article un peu feedback sur qu'est-ce que ça a donné au final, est-ce que j'ai vraiment intégré cette technique au quotidien et sur cette question un peu plus théorique, plus philosophique aussi en fait de Vipassana et peut-être sur les contre-indications qu'il peut y avoir, je vous en ferai part aussi. Voilà. J'ai que 15 minutes donc je vais m'arrêter là, mais retenez que Vipassana vous redonne le pouvoir d'aller nettoyer votre inconscient de tous les nœuds, de tous les blocages, de toutes les souffrances que vous avez pu accumuler et en général quand vous ressortez de là, vous êtes quand même quelqu'un de différent. Voilà, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à regarder l'autre IGTV où je vous parle un petit peu plus de qu'est-ce qui se passe du matin au soir et je réponds également à vos questions. Bye bye! Me voilà pour la suite de cette IGTV sur Vipassana. Dans cette IGTV, je vais vous expliquer brièvement comment ça se passe de A à Z, comment se passe une journée et je vais également répondre à vos questions. Alors, déjà, comment ça se passe? Tout d'abord, si vous tapez inscription Vipassana sur internet, vous allez trouver tous les centres dans le monde qui proposent l'enseignement de Vipassana. Donc très souvent, c'est écrit également Dhamma, D-H-A-M-M-A. Je vous en parle pas plus parce que tout vous expliquer de A à Z. Donc Dhamma Vipassana inscription, vous tomberez sur tous les centres. C'est 100% gratuit. Vous êtes nourri, logé, blanchi, peu importe le centre que vous choisissez de faire. Et ça marche uniquement sur donation, mais donation faite uniquement par les anciens élèves. C'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir expérimenté la technique pour donner. Donc je trouve déjà cette démarche vraiment chouette. Ensuite, essayez quand même de vous y prendre quand même assez à l'avance pour l'inscription parce que c'est très vite complet, donc vous verrez un petit peu les délais. Mais une fois que vous êtes inscrit et que vous allez à votre Vipassana, voilà un petit peu l'emploi du temps. Le matin, vous vous levez à 4 heures. Vous avez 2 heures de méditation. Ensuite, vous avez votre petit déjeuner à 6h30 et après, vous avez du temps libre jusqu'à 8h. Donc moi, souvent, j'allais un peu marcher dans le parc ou alors je faisais une petite sieste et c'est le seul moment où je dormais parce que je suis une petite dormeuse et si je dormais plus dans la journée, je dormais plus le soir. Après, vous avez une méditation de 8h à 9h qui, celle-ci, est obligatoire. Donc pour les personnes qui n'ont jamais médité, vous pouvez très bien faire que 3 heures de méditation par jour. Et après, le reste du temps, allez un petit peu tergiverser dans vos pensées en vous baladant. Maintenant, je peux que vous inviter à vivre l'expérience à fond et à essayer de faire un maximum de séances de méditation, que ce soit dans votre chambre ou dans la salle commune. Après, vous avez encore 2 heures de méditation de 9h à 11h et vous mangez à 11h. Là encore, vous avez une pause
après méditation de 1h à 17h, là vous avez un repas de fruits. Nous on était assez chanceux parce que j'étais dans le Jura suisse, c'est le seul Vipassana qui est en Suisse, et on avait aussi du chocolat en poudre, on avait du substitut de café à base de céréales, il y avait plusieurs thés, il y avait du thé maison aussi citronné, vraiment on était aux petits soins, et il y avait toujours du lait de vache et du lait de soja. Et le soir, donc 18h-19h, encore une fois une méditation obligatoire. L'autre obligatoire, elle est de 14 à 15. Ensuite, vous aviez le discours traduit de Goenka qui permet vraiment d'aller comprendre un petit peu plus qu'est-ce qui s'est passé durant cette journée, de mettre du sens sur ses sensations, de savoir ce qui nous attend le lendemain. C'est souvent un discours qui est très attendu par beaucoup d'élèves parce que ça rebooste. Quand il y a eu des journées un peu difficiles, ça rebooste. Et le soir, il y a une dernière méditation jusqu'à 9h. Donc en général, de 20h15 à 9h, vous avez encore une méditation et vous allez vous coucher. Alors ça paraît énorme, mais franchement, ça se fait. Et tous ceux qui sont sortis de là, à qui j'ai parlé, on est tous assez d'accord sur le fait que oui, des fois, il y a des longueurs. Oui, des fois, c'est dur. Oui, des fois, on pleure. Oui, des fois, ça fait mal. Mais en fait, on s'y fait. Et en fin de compte, au bout des 10 jours, on se dit, mais c'est déjà passé, en fait. Et je pense qu'on sort tellement quand même enrichi de cet enseignement qu'il n'y a que du positif au final. Et encore une fois, il y a plein de gens qui n'avaient jamais médité. Toutes les personnes installées derrière moi, elles n'avaient jamais médité et ça se faisait. Alors, chose qui peut être très intéressante à savoir, c'est qu'en fait, si vous avez des problèmes de dos, ils peuvent vous mettre près du mur ou ils peuvent vous installer une petite planche. Donc sachez-le, si vraiment vous avez des gros problèmes, vous pouvez aussi méditer sur une chaise. Donc voilà, ça peut, si jamais c'est un frein pour vous, n'ayez pas peur parce qu'ils sont vraiment aux petits soins. En tout cas, là où j'étais, c'était vraiment aux petits soins, c'était une super équipe. Et ils peuvent vous aménager aussi quand même quelque chose pour que vous puissiez méditer correctement. Après, s'il n'y a pas de douleur et que des douleurs apparaissent le 4e jour, c'est normal. Mais on va vous apprendre à les gérer, ne vous inquiétez pas. C'était mon cas. On passe tous au début par des douleurs dans le corps, mais c'est parce qu'en fait, on nourrit cette douleur avec nos mentales. Quand on apprend à observer la douleur et à s'en détacher, on sent qu'elle est là, mais on ne la ressent plus. C'est différent. Et ça, c'est vraiment incroyable. Parce que pour répondre à la première question, c'est qu'est-ce que t'as apporté Vipassana? Ça m'a vraiment apporté une confiance en ma force mentale. Je ne pensais pas avoir cette force mentale-là parce que à partir du 4e jour, vous avez des méditations, vous êtes obligé de ne pas bouger ou de très peu bouger. Et en fait, je ne pensais vraiment pas être capable de tenir comme ça, d'avoir cette volonté, d'avoir cette discipline et cette rigueur, de faire toutes les méditations, de tenir jusqu'au bout. Je me suis vraiment surprise et étonnée moi-même et ça m'a donné beaucoup de confiance en moi, en ma capacité à accomplir les choses, à me dépasser en fait. Donc ça a vraiment été l'une des plus belles choses. L'autre chose aussi, c'est qu'il y avait des choses sur lesquelles je voulais travailler, enfin inconsciemment, je suis vraiment allée à Vipassana sans aucune attente et je vous invite vraiment à y aller sans aucune attente parce que du coup vous risquez d'être déçus et de ne pas aller libérer ce que vous avez envie d'aller libérer. Allez-y vraiment en vous disant, si vous voulez y aller bien sûr, en vous disant je vis le truc et je verrai ce qui se passe. Et en fait, j'y suis allée comme ça et c'est drôle parce qu'en fait dès les premiers jours quand je voyais que mon mental partait dans tous les sens, dans l'un des discours du soir il vous dit essayez vraiment d'aller ramener votre mental avec beaucoup d'amour, de compassion, de persévérance et de patience. Parce que si vous vous dites « Ah, purée, je suis nulle, j'arrive pas », vous allez vous bloquer et ça va être pire que tout. Par contre, moi j'avais vraiment l'image, je suis une grande fan de chevaux, et j'avais vraiment l'image d'un cheval qui était indomptable, voire même agressif, qui bottait. Je sais pas si vous avez vu L'homme qui me murmura à l'oreille des chevaux, mais j'avais cette image-là qui me venait du cheval traumatisé, qu'on pouvait plus approcher. Et mon mental pour moi c'était ça, c'était ce cheval indomptable. Et en gros je me voyais un petit peu comme le chuchoteur qui s'assoit et qui attend que le cheval veuille bien venir. Et je me voyais le caresser pour le calmer. Et pour moi ça m'a énormément aidé à apaiser mon mental parce que j'y mettais beaucoup d'amour, de patience, de persévérance. Et je me suis dit mais c'est une leçon tellement importante qu'on oublie dans le quotidien, le nombre de fois où on va dire quelque chose à notre copain, à notre conjoint ou à nos enfants et qu'on va s'énerver parce qu'on leur dit purée mais ça fait 4 fois que je te le dis, ou qu'on va s'agacer et en fait déjà de 1 on fait du mal à l'autre mais surtout on se fait du mal à soi parce que quand on fait Vipassana justement on se rend compte que quand on commence à scanner notre corps et qu'il y a des pensées peut-être négatives ou des émotions négatives qui nous traversent, hop on sent tout de suite quelque chose et on se rend compte à quel point on se fait du mal avec ces choses là. Donc c'est vraiment, c'était une bonne piqûre de rappel de me dire que quoi qu'il se passe, d'essayer vraiment de garder ce côté
patient, persévérant et de le faire avec compassion et amour. Alors ça fait très cucu la praline de dire ça, mais j'arrive pas à trouver d'autres mots pour vous l'expliquer en fait. Donc voilà, ça c'est vraiment été... Puis on s'écaille. Alors ça, je sais pas qui a éteint le chauffage en 10 jours. Je me suis barrée, j'étais en débardeur. Je reviens, ce matin j'ai sorti la doudoune quoi. Donc on peut vraiment pas vous laisser 10 jours tout seul. Hein. Je veux pas le dire, mais... donc voilà, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Vous m'avez posé la question sur qu'est-ce qui a été le plus dur. Sincèrement, c'est pas prétentieux ou quoi que ce soit, mais il n'y a rien qui m'a paru dur en fait. Même quand ça pouvait être douloureux physiquement, c'était pas dur parce que c'était riche en enseignement. On sent qu'on se connecte à un truc qui nous était jusque-là inconnu. Quand je suis rentrée, je le disais à ma famille, je dis c'est comme si vous aviez un bandeau sur les yeux toute votre vie, que tout d'un coup vous l'enlevez, vous dites ah non mais c'est complètement dingue ce qui se passe dans mon corps en fait, c'est complètement dingue que j'ai accès à ça. Donc j'ai rien trouvé de dur. Par exemple, j'appréhendais le lever à 4 h du matin, j'avais peur de ne pas être capable de me lever à 4 h du mat, d'être complètement flinguée. Et en fait, ça se fait complètement. Par exemple, avant de partir, je voulais mettre mon réveil de plus en plus tôt pour être prête, etc. Et en fait, ça a eu l'effet complètement inverse parce que je me stressais le soir, donc inconsciemment, j'arrivais pas à dormir. Et du coup, je me réveillais de plus en plus tard. Donc la dernière semaine, j'ai dit, tu sais quoi, en fait, dors, récupère toutes les heures de sommeil dont tu as besoin, comme ça au moins tu seras pas crevé à Vipassana. Donc c'est ce que j'ai fait. Et en fait, ça se fait, vous entendez le gong. Alors vous pouvez très bien arriver avec votre petit réveil, etc. Moi j'avais vraiment envie de me couper du temps, donc je me laissais rythmer au rythme du gong, au son du gong plutôt. Et en fait ça se fait, vous levez à 4 h. Il y a des jours où on est un peu plus crevé que d'autres, donc on peut faire des siestes entre chaque séance. Non vraiment, il n'y a rien, ça se vit... Enfin, je trouve que ça se vit assez facilement en fait. Ça se vit assez facilement et puis il y a plein de leçons chaque jour. En fait, le plus dur c'est ça. Le plus dur c'est que je pouvais pas m'enregistrer vocalement ou je pouvais pas écrire. Parce que tous les jours je me dis oh, ouais, cette pépite, faut que je la note. Ah tiens, j'ai vécu ça. Ah tiens, j'ai tilté sur ça. Tiens, j'ai pensé à ça. Parce qu'on a le temps aussi de cogiter. J'ai beaucoup pensé au travail. Je me dis ah, faut que je change, il faut que je fasse autrement, faut que je fasse ci. Bref, je vous passe les détails. Mais voilà, ça a été dur pour moi de ne pas pouvoir poser sur papier parce qu'en fin de compte je réalisais que je me le répétais en boucle pour pas l'oublier alors que j'avais envie d'une chose, c'était de le poser sur papier pour passer à autre chose. D'ailleurs il y a une nana qui m'a dit ah non mais moi j'en pouvais plus, j'ai pris un rouleau de PQ, j'ai pris mon eyeliner, elle avait ramené son eyeliner et elle s'écrivait des trucs. Mais voilà. Moi j'ai essayé de jouer le jeu de A à Z, enfin à fond, et j'ai pas écrit, j'ai rien fait, et voilà. Donc c'était peut-être ça qui a été dur. J'ai une personne qui m'a dit combien de kilos t'as perdu. J'en sais rien, mais mon chéri m'a dit qu'il me trouvait un peu maigrelette quand il est rentré. Mais il faut savoir que ça faisait 1 mois qu'il était parti en voyage. Et en général, quand il part, je maigris parce que je mange moins. Quand il est pas là, je cuisine moins. Je mange plus de cru, je fais des repas plus légers. Donc je pense qu'il y a un cumul. Et dans tous les cas, faites pas Vipassana pour perdre du poids, quoi, parce que franchement, c'est comme le jeûne. Faites pas un jeûne pour perdre du poids, ça n'a pas de sens. Par contre, pour moi, c'est un rythme qui est super. Et alors qu'avant de partir, j'avais tendance à avoir très faim le soir, justement parce que je travaillais beaucoup la journée, je mangeais peu, et le soir, je mangeais pas mal. Je me disais, oh là là, ça se trouve, je vais avoir faim. Mais en fait, pas du tout. Et j'ai fait une chose à Vipassana qu'en général, je déconseille, c'est des fois, je mangeais sans faim. C'est-à-dire que je prenais mon petit déj le matin, donc je vous expliquerai plus en détail ce qu'il y avait à manger. Je pense au live de lundi prochain, on fera un petit jeu autour de ça d'ailleurs, donc le live du 14 octobre. Mais j'arrivais à 11 h, j'avais pas très faim, même si je prenais un petit déjeuner, enfin dans le sens un petit premier repas. J'avais pas super faim à 11 h, mais je me disais, ma grande, c'est maintenant ou jamais. Après, ça va être que des fruits, donc tu manges. Et je me faisais vraiment des belles assiettes. Hein. Le matin, je me faisais un porridge d'avoine avec une tartine avec du beurre. Parce qu'il y avait du beurre de cacahuète, mais qui était hyper industriel, donc je prenais pas. Donc j'ai mangé des choses que je mange pas forcément habituellement, mais je mangeais quand même en consistance. À midi, je me faisais une belle assiette, je prenais toujours un dessert, je me resservais très souvent. Et le soir, je me faisais un bon bol de fruits avec 1 ou 2 bananes, pommes, poires, enfin bref. Donc, franchement, je me suis pas privée. J'ai très rarement eu faim. Quand j'avais un peu faim, 21 h, je me faisais un petit substitut de café avec des céréales, bon, de l'eau chaude. Mais vraiment, en fait, on fait rien de la journée, quoi. On est quand même assis toute la journée sur un pouf. Bon, voilà, sincèrement, même Alex, qui est un gros mangeur, quand il l'a fait, il me disait vraiment, j'avais pas faim, ça allait vraiment bien. Donc
Voilà pour ça. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre comme question? Je regarde les questions et je vous dis. Ah oui, j'ai eu des questions hyper intéressantes. Il y a une personne qui m'a dit, est-ce que c'est accessible à des personnes de plus de 60 ans? Mais alors clairement, il y avait une femme qui avait 91 ans, il y avait des personnes qui étaient assez âgées aussi, et elle était installée par terre, elle avait juste donc un petit dossier pour son dos, donc il y avait d'autres personnes qui avaient des problèmes de dos qui avaient un petit dossier, mais elle était magique. Et c'était son deuxième Vipassana, donc vraiment, ça allait de, je pense la plus jeune, elle avait 19 ans ou 20 ans, et la plus âgée, 91, donc pas de problème. Une personne m'a dit, est-ce qu'on peut le faire avec son chéri? Je déconseille fortement parce que vous allez d'office passer par des moments où ça va être difficile et vous aurez consciemment même le choix d'arrêter de méditer, de regarder ce que fait votre petit chéri. En plus, même si dans le réfectoire ou dans les dortoirs ou à l'extérieur, c'est complètement séparé, donc vous avez un parc clôturé entre guillemets où vous pouvez un petit peu tourner, mais le fait de quand vous êtes dans la salle de méditation, vous pouvez voir les hommes de l'autre côté. D'ailleurs, les derniers jours, on en a un peu marre d'être entre nanas, donc en général, on regardait ce qui se passait de l'autre côté quand on s'installait, et inversement d'ailleurs. Mais ouais, je ne conseille pas. D'ailleurs, j'ai vu à un moment donné un couple, une fille qui appelait son chéri pendant qu'il marchait, puis il papotait un peu. Je déconseille parce que ça va vraiment vous perturber, pas vous permettre de vivre vraiment l'expérience à fond. Donc faites-le plutôt séparément, c'est vraiment ce que je conseille. Ensuite, j'ai une personne qui m'a demandé est-ce qu'on peut aller aux toilettes pendant la méditation? Donc ça dépend. À partir du 4e jour, vous avez des méditations obligatoires où vous ne pouvez pas quitter la salle. Je me demande d'ailleurs si déjà les premiers jours, vous n'êtes pas obligé de rester dans la salle pour ces 3 heures. Mais déjà, vous avez toujours une pause toutes les heures pour, si vous voulez un peu vous dégourdir les jambes et aller méditer, et aller voilà, sortir, aller aux toilettes et revenir. Essayez juste pour vraiment le bien-être de tous. Moi, j'avais des personnes autour de moi qui sortaient et rentraient, sortaient et rentraient, sortaient et rentraient, sortaient. Et en fait, ça a été très dur. Pour moi, peut-être le plus dur, ça a été ça. C'était pas tant mon focus intérieur. En fait, je me suis surprise moi-même à avoir cette... Ouais, j'étais hyper focus. J'arrivais vraiment bien à apaiser mon esprit. Mais par contre, avec tous les mouvements extérieurs, j'ai eu beaucoup de mal. Donc, ça m'a pris du temps. Ça a été un gros exercice pour moi. Ça a été aussi révélateur. Et donc, par respect pour les autres, essayez quand même de, si vous êtes dans la salle de méditation, dans la salle commune, d'y rester. Ou alors, si vous sortez, de sortir discrètement et d'aller méditer dans votre chambre, mais de ne pas faire des allers-retours, c'est pas cool en fait. Mais après, dans tous les cas, c'est un exercice pour l'autre aussi. Voilà, moi je me dis que j'avais cette place qui m'était attribuée, il fallait que je travaille sur ça, et en effet, ça m'a fait travailler sur ça, et c'était chouette. Donc voilà, je pense que j'aurai encore plein de trucs à vous dire, mais je risque de dépasser les 15 minutes. Si vous avez d'autres questions, je les aborderai au live la semaine prochaine, donc le 14. En tout cas, si vous avez l'intention d'y aller ou si vous avez déjà booké votre Vipassana, franchement, soyez en toute confiance. C'est vraiment un lieu qui va vous faire beaucoup de bien, c'est un enseignement qui va faire beaucoup de bien. Et peu importe si vous voulez après garder la technique ou pas avec vous, au moins vous aurez testé, vous aurez expérimenté. Et ce que je retiens, encore une fois, Vipassana, c'est pour moi la détox de l'inconscient qui est, d'après ma vision des choses, dans les accompagnements thérapeutiques et dans ce que j'essaie de vous partager, la pièce manquante du puzzle qui permet vraiment de se prendre en charge de manière globale. Voilà, j'espère que ces IGTV sur mon Vipassana vous auront plu et vous auront appris des choses. Je vous dis rendez-vous en story, rendez-vous dans les prochains posts cette semaine et sinon à lundi prochain au live santé. Bye bye.